Il incarnait, dit-on, un des derniers vestiges de la France-Afrique. Le franc CFA va disparaître. Le président ivoirien Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron l'ont annoncé samedi à Abidjan. Il sera remplacé par une nouvelle monnaie, l'éco. Alors comment cette décision remet-elle en cause la place qu'occupe la France sur le continent africain, en particulier dans ses anciennes colonies? Pour en discuter, deux invités. Kako Noubukpo, économiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté d'économie de l'université de Lomé, c'est au Togo. Vous êtes vous-même togolais, vous avez été ministre en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques de 2013 à 2015. Et vous venez de publier chez Odile Jacob L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance. La croissance, on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de cet entretien. Et pour discuter avec vous, Christophe Boisbouvier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, directeur adjoint de RFI Radio France Internationale. Vous y êtes en charge de l'Afrique. Vous avez publié, c'était à la découverte en 2015, Hollande l'Africain. Alors je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette décision spectaculaire du début de semaine, la fin du franc CFA. CFA pour Communauté financière africaine. Enfin, ça c'est comme ça qu'on l'appelait, qu'on le déclinait aujourd'hui. Au départ, c'était colonie française d'Afrique. Kako Noubukpo, est-ce que ça en fait une décision forte, ne serait-ce que sur le plan symbolique? Oui, tout à fait, parce que c'est quand même 75 ans d'une histoire monétaire france-africaine controversée qui prennent fin avec un nouveau départ. C'est pour ça que c'est une décision forte. Et elle engage la France par rapport au test de sincérité. C'est comme vous savez, elle est souvent accusée d'ambiguïté dans ses relations avec l'Afrique. Mais elle engage aussi et surtout les chefs d'État africains par rapport à leur crédibilité. C'est en ce sens que c'est une décision historique. Et symbolique, j'ai vu que je crois que c'est dans un entretien pour le magazine Le Point, vous dites que la monnaie, ça fait partie aussi de l'identité, alors l'identité d'un pays ou d'un groupe de pays, et que du coup, changer de monnaie, ça n'est pas neutre, là aussi, de ce point de vue-là. Oui, vous savez, les économistes dont je suis ont souvent tendance à considérer la monnaie comme une marchandise. Mais en fait, quand vous reprenez l'histoire de la monnaie, c'est d'abord une institution. Et en ce sens, c'est un compromis stabilisé. Et quand vous êtes institutionnaliste sur le plan monétaire, la première fonction de la monnaie, c'est celle d'unité de compte. Et ce n'est pas pour rien que les Américains ne comptent pas en yens ou que les Européens ne comptent pas en yuan. C'est parce que la monnaie renvoie à votre identité. Et c'est pour ça, je crois d'ailleurs, que l'acronyme CFA a autant perduré. Parce qu'au fond, pour une raison ou une autre, pas grand monde ne voulait qu'on change finalement cet acronyme. Et donc, je crois que c'est important de marquer cette rupture. Mais évidemment, elle va au-delà du symbolique. Mais le fait symbolique n'est pas du tout à négliger. Vous dites, pas grand monde ne voulait qu'on change cet acronyme. Est-ce que ça répondait malgré tout peut-être à une demande, je ne sais pas moi, de la société civile des pays d'Afrique concernés par le franc CSA, que de changer, que de sortir de cette monnaie si lourde en symbole, Christophe Boisbouvier? En fait, ce que beaucoup d'Africains voulaient depuis plusieurs années, c'est qu'on sorte de la France-Afrique. La France-Afrique incarnée pendant de nombreuses années par Jacques Foccart, mais poursuivie bien au-delà de la mort de Foccart, par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy et par François Hollande d'une certaine façon. Vous vous rappelez, Foccart, c'était le monsieur Afrique qui s'est, qui a été dans les milieux du pouvoir pendant de longues années. Sous les années de Gaulle et Pompidou, oui. Et il y a deux piliers de la France-Afrique qui demeurent jusqu'à aujourd'hui, qui demeuraient en tout cas jusqu'à samedi dernier. C'est la présence militaire française, les bases militaires, et c'était le franc CFA. Vous voyez. Donc, avec la disparition du franc CFA, il est possible que l'un des deux derniers piliers de la France-Afrique disparaisse. Je dis il est possible parce que c'est encore un débat entre... Je pense que Kako y reviendra avec nous tout à l'heure.
Pourquoi ? Parce que, alors quand même une précision, hein, Hervé, vous avez les 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui vont changer de monnaie, qui vont passer du franc CFA à l'éco. En revanche, les 6 pays d'Afrique centrale et les Comores, elles, vont rester dans le franc CFA, du moins pour quelques mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas encore exactement combien de temps ça va durer. Donc vous voyez la force symbolique, un des 2 piliers de la France-Afrique qui disparaît. Je crois qu'il y a 2 points sur lesquels Kako va revenir, mais il y a 2 points essentiels. C'est le fait que les réserves, la moitié des réserves des pays d'Afrique de l'Ouest ne vont plus être logées auprès du Trésor français à Paris. Ils vont être ou rapatriés en Afrique de l'Ouest ou dispersés dans d'autres banques centrales. Et puis le deuxième point, c'est qu'il n'y aura plus de hauts fonctionnaires français à la tête des instances de gouvernance du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Ça change quoi d'un point de vue pratique, Kako Nobukpo ? Est-ce que ça va donner une plus grande autonomie politique dans la gestion de cette monnaie aux pays qui vont adopter cette nouvelle monnaie, l'éco ? Oui, vous savez, moi j'ai souvent parlé de servitude volontaire de la part des dirigeants africains, parce que je ne comprenais pas que quasiment 60 ans après les indépendances, avec tous les cadres que l'Afrique a eu à former, que nous ayons cette relation un peu de paternalisme monétaire avec la France. Et donc je crois que c'est important qu'on soit mis devant nos responsabilités. C'est notre monnaie, nous devons la gérer nous-mêmes. Et donc, je crois que c'est pour ça que le président Macron a voulu couper le cordon ombilical en disant, finalement, vous avez voulu votre indépendance, ben, je vous la concède. Maintenant, vous l'assumez. Et c'est pour ça, je pense que c'est une décision forte. Et de ce point de vue, les chefs d'État africains n'auront plus de capacité d'instrumentaliser finalement la position française pour justifier leur propre défaillance de gouvernance. Et c'est en ce sens que c'est une décision très forte, parce que ça nous oblige. Il faut quand même comprendre que jusqu'à présent, nous sous-traitions notre souveraineté monétaire et nous nous réfugions sous la crédibilité française ou de la zone euro, puisque le CFA est rattaché à l'euro. Mais à partir de maintenant, ce qui va conforter la confiance ou la défiance vis-à-vis de cette nouvelle monnaie, ça va être la qualité de la gouvernance africaine. Et pas seulement économique, mais aussi politique, sociétale et sociale. Comment est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs cette décision de la part d'Emmanuel Macron, Christophe Boisbouvier ? Est-ce que c'est un choix par défaut que d'abandonner le CFA, ou bien est-ce qu'il y a derrière l'idée peut-être de nouer une autre forme de relation avec ces États africains ? En fait, ça fait plusieurs années, ça remonte aux années François Hollande, la volonté de Paris de changer les conditions du franc CFA. Et en fait, c'est plutôt les chefs d'État africains qui bloquaient la réforme ces dernières années pour une raison très simple. C'est qu'actuellement, grâce à la garantie française, le franc CFA est convertible avec les grandes monnaies internationales comme l'euro et le dollar. Et le risque éventuellement, si demain il y a la coupure de ce cordon ombilical, c'est que le franc CFA ne soit plus convertible, qu'il y ait de l'inflation, qu'il y ait une perte du pouvoir d'achat pour un certain nombre de populations concernées. Et pour Alassane Ouattara, qui est en pleine campagne électorale pour octobre 2020, beaucoup pensent qu'il sera lui-même candidat à sa réélection. Évidemment, ce serait une très mauvaise nouvelle qu'il y ait de l'inflation et de la perte de pouvoir d'achat pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez eu pendant plusieurs années cette double approche, Paris qui poussait à la réforme et Abidjan, Dakar qui freinait, qui n'était pas très très pressé. Et il a fallu donc plusieurs mois de négociations entre experts des deux côtés, notamment Bruno Le Maire côté français, notamment Abderrahmane Cissé côté Côte d'Ivoire, pour trouver un compromis qui fait qu'aujourd'hui, donc, vous avez donc 2 changements majeurs dans la gestion de la future monnaie éco, ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la rupture du cordon ombilical avec Paris, mais en même temps, le maintien d'une garantie par Paris que les réserves des pays d'Afrique de l'Ouest resteront au-dessus de zéro. C'est-à-dire que jamais elles ne passeront en dessous de zéro, ce qui pourrait provoquer une grave crise financière. Donc vous avez trouvé...
d'une certaine façon, il reste une garantie financière qui, de la part de Paris, rassure les détenteurs de ce qui s'appelait jusqu'à présent le franc CFA. Alors vous disiez au début de cet entretien, Christophe Boisbouvier, qu'il y avait en gros deux piliers de la présence française en Afrique, une qui était liée à cette monnaie, le CFA, puis l'autre à la présence militaire. C'est le constat aussi que vous faites dans votre livre L'urgence africaine, Kako Nubukpo. Vous dites notamment ceci: il y a de moins en moins de relations commerciales entre la France et l'Afrique, mais une forte présence politique car militaire. Là, je vous cite: ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fonde la zone France, c'est plus le militaire que l'économique. Oui, ce qui est intéressant dans cette relation France-africaine, c'est que quand vous prenez les 5 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique, vous avez le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Après, vous avez la Côte d'Ivoire qui vient en 6e position. Donc, ce n'est pas l'Afrique francophone. Ils ne sont pas francophones, ils n'utilisent pas le franc CFA. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que le CFA renvoyait à l'idée du précaré. C'était vraiment quelque chose de politique. Et ce que je crois le président Macron apporte, et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser sa stratégie, c'est finalement distinguer les peuples des chefs d'État. Quand vous suivez son discours... Il le dit d'ailleurs, quand il dit voilà, on va abandonner le franc CFA, c'est une réponse à la demande de la société civile et pas à la demande des chefs d'État. Et je crois que c'est vraiment sa ligne de conduite par rapport à l'Afrique. Il crée le Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui lui permet d'avoir en direct les ressentis des sociétés civiles africaines et des diasporas. Et à Abidjan, qu'est-ce qu'il promeut? La jeunesse, le sport, l'éducation. Et sur le franc CFA, finalement, il fait la leçon au chef d'État ivoirien en disant quasiment « j'écoute plus que vous la demande de vos populations ». Et vous allez voir que sur le plan militaire, ça va être exactement la même stratégie. C'est vous laisser dire par vos populations que la France aurait un agenda caché en Afrique. Je vous demande de clarifier votre position. Et vous allez le faire à Pau, au mois de janvier. Donc, je crois que le fait de distinguer systématiquement les peuples des chefs d'État est quelque part une marque de fabrique de la gouvernance Macron en Afrique. Vous évoquez Pau, puisqu'il va y avoir un sommet ce qu'on appelle le G5 Sahel, qui regroupe les pays qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Juste pour rester un instant quand même sur la politique d'Emmanuel Macron et son approche tournée vers la société civile, peut-être davantage que vers les chefs d'État. En tout cas, vous qui avez écrit Hollande l'Africain, Christophe Boisbouvier, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Macron l'Africain ? C'est une certaine peut-être illusion que tout allait bien se passer quand il est arrivé aux affaires il y a 2 ans et demi, et c'est la découverte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait. Et j'en veux pour preuve cette volonté justement de clarifier les relations entre Paris et les 5 capitales du Sahel le 13 janvier prochain à Pau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un profond malentendu entre Sahéliens et Français sur la façon de lutter contre le djihadisme. Vous avez beaucoup de Sahéliens, par exemple, qui pensent que les Français pourraient faire plus, pourraient faire mieux contre les djihadistes du Sahel, et que s'ils ne le font pas, c'est pour affaiblir les pouvoirs en place. Vous avez carrément un ministre burkinabé de la Défense qui, au mois de juillet dernier, dans une interview, va remis en cause la bonne foi des Français dans leur volonté de mettre fin au djihadisme. Vous avez un vieux fond... Ce sont des critiques qui vous paraissent totalement injustifiées ou... Vous avez un vieux fond anti-français. De toute façon, le Burkina Faso, c'est le pays de Thomas Sankara. Et le sankarisme, c'est une volonté de farouche indépendance. Le Mali, c'est un pays qui est travaillé par les islamistes wahhabites du Haut Conseil islamique, qui sont explicitement anti-français. Donc vous avez ce vieux fond-là qui crée ce malentendu. Je crois que les reproches sont infondés, que les Français, évidemment, ne sont pas là pour mener double jeu, pour jouer avec les djihadistes, ce serait complètement fou. Mais c'est une accusation qui est fondée aussi sur le fait qu'il n'y a pas de résultat probant contre les
les djihadistes qui arrivent à se fondre dans la population en jouant sur les conflits interethniques, et que, faute de résultats probants, on cherche un bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est l'ancienne puissance coloniale. Donc voilà à quoi Emmanuel Macron est confronté. Et puis, il y a une petite phrase qu'il a prononcée la semaine dernière, c'était à Abidjan, quand il était reçu par Alassane Ouattara. Il faut que les chefs d'État africains assument notre présence auprès d'eux au Sahel. Je vous donne juste un petit exemple, c'est arrivé il y a 2 mois. Il y a une ville importante du nord Burkina, Djibo, dans la province du Soum, qui a failli être prise par les djihadistes. Elle a été sauvée in extremis par l'arrivée de troupes françaises à bord d'hélicoptères Chinook, qui ont pu empêcher les djihadistes de s'emparer de la ville. Mais les autorités locales du Burkina ont demandé aux Français de ne surtout pas dire qu'ils étaient intervenus. Il fallait cacher le fait que les Français avaient sauvé la ville de Soum. Et ça met les Français hors d'eux, évidemment, parce qu'ils disent « Mais attendez, Monsieur le Président Roch, Marc-Christian Caboret, assumez le fait qu'on vous aide. Certes, vous avez un passé sankariste, mais cela ne veut pas dire que vous deviez cacher le fait qu'on est à vos côtés. » Donc vous voyez le double langage auquel sont amenés les présidents africains, et l'irritation très forte que ça conduit à Paris. Vous évoquiez le nord du Burkina Faso, c'est encore justement dans cette partie du pays qu'il y a eu une attaque terroriste avant-hier avec 35 civils qui ont été tués. C'est un conflit qui s'étend, qui glisse aussi vers le sud, vers des pays justement comme le Togo, dont vous êtes originaire, Kako Nubukpo, et dont vous avez été ministre. Il y a aussi le Bénin. Est-ce que cette dimension sécuritaire, c'est aussi une dimension qui entrave le développement d'un certain nombre de pays africains? Oui, c'est-à-dire que nous sommes pris par ce qu'on appelle la dictature des urgences. Le fait sécuritaire remet complètement en cause la capacité à mettre des ressources pérennes pour le développement. Parce qu'il y a quelques semaines à Ouagadougou, à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a été décidé que les dépenses sécuritaires allaient désormais intégrer le groupe des dépenses d'investissement. Et du coup, la peur que nous avons à l'heure actuelle, c'est que les flux d'aide publique au développement n'aillent plus acheter des chars d'assaut que construire des écoles, des dispensaires, des pistes rurales. Parce qu'il pourrait y avoir du coup confusion entre ces deux formes de dépenses. Oui, parce que les chefs d'État de la CEDEAO estiment que dépenser pour la sécurité, c'est faire du développement. Et donc, moi, je suis allé fouiller dans les comptes nationaux. Effectivement, les dépenses militaires peuvent aujourd'hui rentrer dans le groupe des dépenses d'investissement. Et en même temps, Kako Nubukpo, sans sécurité, est-ce qu'il peut y avoir du développement? Non, il ne peut pas y avoir de développement, mais ce que nous n'avons pas compris durant 50 ans, c'est que l'absence, justement, de développement explique la succession de chocs auxquels nous sommes confrontés. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tant que vous n'avez pas de structure pérenne, vous n'êtes pas en capacité d'organiser votre territoire. Et donc, vous êtes vulnérable. Et tant que vous êtes vulnérable, vous êtes obligé de répondre sur le très court terme. Et donc là, on est effectivement pris en étau entre l'impératif du développement qui envoie au long terme et puis l'impératif de répondre tout de suite à la sécurité. Et cette vulnérabilité, elle risque d'être encore plus forte si les informations du New York Times sont confirmées, comme quoi les États-Unis envisageraient de retirer leurs troupes en Afrique de l'Ouest, ce qui donnerait peut-être encore plus une importance au déploiement de la force française. On vous retrouve après le journal Christophe Boisbouvier et Kako Nubukpo. 7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette. Il est 8h20 sur France Culture et nous sommes toujours en compagnie de nos deux invités pour parler de l'Afrique ce matin, quelques jours après notamment cette décision de mettre fin prochainement au franc CFA. Nous discutons à présent du développement du continent africain, en particulier l'Afrique subsaharienne, en compagnie de Christophe Boisbouvier, directeur adjoint de Radio France Internationale. Vous y êtes en charge de l'Afrique. Je rappelle que vous aviez publié en 2015 « Hollande, l'Africain » aux éditions La Découverte. Et puis notre deuxième invité, Kako Nubukpo, économiste, doyen de la faculté d'économie de l'Université de Lomé,
au Togo. Vous avez été ministre de 2013 à 2015, ministre en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Et vous venez de publier chez Odile Jacob « L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance ». Alors nous nous intéressons donc dans cette deuxième partie au développement du continent africain, ce qui est toujours d'ailleurs un petit peu embarrassant quand on se dit qu'on va englober dans une même problématique autant de pays dont on se dit qu'ils sont quand même assez divers. 54 pays sur le continent africain, Kako Noboko. Est-ce qu'il y a quand même des grandes similitudes qui permettent justement de parler de ce continent de manière un petit peu globale? Oui, je crois clairement que ce qui est commun, c'est finalement le fait que l'Afrique soit un continent de transition. Démographique, écologique, fiscal, démocratique, avec un rythme qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ça, je crois que c'est quelque chose de commun. Après, c'est clair que l'Union africaine a mis en place 5 communautés économiques régionales avec des dynamiques qui leur sont propres. Mais globalement, ce que nous observons, c'est quand même 3 choses. C'est une croissance africaine forte, mais volatile et peu inclusive, parce que fondée sur les matières premières. Deuxième chose, une transition démographique qui n'est pas très rapide. En 50 ans, on est passé de 2,8% par an de croissance démographique à 2,7% par an, alors que le reste du monde a divisé au moins par 2 sa croissance démographique. Et puis, troisième chose, la croissance des inégalités. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que les fractures dont nous avons parlé tout à l'heure sont très fortes en Afrique. Alors ça, c'est bien parce que vous venez de nous donner le plan de la discussion pour la demi-heure à venir. Il y a quand même aussi peut-être quand même une autre dimension qui est commune, Kako Noboko, c'est l'identité africaine. Moi, il me semble que en Europe, par exemple, quand on se présente, quand on va à l'étranger, on se présente d'abord par rapport à sa nationalité et très rarement par rapport au fait qu'on est européen. Les Africains, ils mettent cette notion-là beaucoup plus en avant. Il y a une ambivalence, c'est-à-dire que l'Afrique n'est perçue comme une globalité que par les non-africains. Et ça, c'est un peu légitime. Hein. Et on va voir que ce sont les diasporas aux Antilles, en Amérique, qui vont beaucoup plus revendiquer l'Afrique avec l'idée même du retour en Afrique. Et en même temps, vous avez dès 1961, avec le fameux groupe de Casablanca, cette volonté de revendiquer le panafricanisme. Et donc, on a une Afrique qui est perçue globale du reste du monde parce qu'au fond, elle est plus puissante que l'Afrique. Et donc, vous allez voir qu'en France, on va vous dire « vous êtes africain ». Bon, parce qu'au fond, on ne fait pas l'effort de rentrer dans les nationalités. Mais en même temps, vous allez voir des Africains qui vont revendiquer le fait d'être africain, mais aussi par rapport à l'extérieur. Parce qu'au fond, autant en Afrique de l'Ouest, on voit beaucoup de migrations se produire, autant en Afrique centrale, c'est un peu moins le cas. Et en revanche, en Afrique du Sud, en Afrique australe, il y a également beaucoup de migrations. Et donc, je crois que les situations sont contrastées, mais politiquement, moi, je fais partie des gens qui revendiquent une forme de panafricanisme. Mais bon, vous savez, dès 1960, il y avait une discussion très forte entre ce qu'on appelait le groupe de Monrovia, donc ceux qui ne pensaient pas que le panafricanisme était la voie africaine, et le groupe de Casablanca qui pensait le contraire. Vous partagez ce constat, Christophe Boisbouvier ? Oui, il y a aussi un sentiment qui monte aujourd'hui, je le pense à l'Afrique de l'Ouest, c'est un sentiment sous-régional. Vous avez chez les Ouest-Africains le sentiment très fort d'appartenir à la communauté des pays d'Afrique de l'Ouest, à la différence des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Afrique centrale. Un petit mot aussi peut-être sur
les différences économiques entre certaines régions d'Afrique et d'autres. Vous avez en Afrique de l'Ouest une économie de plus en plus diversifiée, fondée bien sûr sur l'exportation de matières premières comme le cacao ou le coton, mais aussi fondée sur un début d'industrialisation, sur une économie de services, je pense à la Côte d'Ivoire. Alors que vous avez en Afrique centrale encore une économie très dépendante des matières premières et notamment des cours du pétrole, ce qui explique la grave crise financière qu'ont traversé les pays CFA d'Afrique centrale il y a 3 ans, en 2016, où ils sont passés en dessous du niveau zéro de leurs réserves financières. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le CFA d'Afrique de l'Ouest est en train de faire sa mutation vers l'éco, alors que le CFA d'Afrique centrale, qui reste très dépendant des cours du pétrole et donc très, très vulnérable, n'est pas encore capable de faire cette mue. Est-ce que cette diversité explique qu'on puisse aussi bien rencontrer aujourd'hui des afro-optimistes, c'est-à-dire qui considèrent que le continent africain est le continent de tous les possibles, peut-être le nouvel Eldorado, l'endroit où il faut investir, et puis des afro-pessimistes qui voient plutôt, à la faveur notamment de ce boom démographique, tout un tas d'obstacles pour le développement du continent, Kako Nobukpo? Oui, mais en fait, au-delà des perceptions, il y a une réalité. Quand je prends un pays comme la Guinée équatoriale, le revenu national brut, c'est-à-dire une fois qu'on a payé la propriété du capital, qui est très peu équato-guinéen, n'est que de 47% du produit intérieur brut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités dans le pays, mais en termes d'augmentation du niveau de vie des populations, c'est beaucoup moins qu'attendu, parce que le capital n'est pas africain. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que on parle beaucoup en ce moment de justice fiscale internationale pour l'Afrique, pour que justement les activités très dynamiques qu'on observe en Afrique puissent engendrer de vraies transformations au niveau du pouvoir d'achat des Africains. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un conflit entre Glencore, qui est une société suisse qui exploite le cuivre en Zambie, et l'État zambien. Pourquoi? Parce que Glencore ne payait pas d'impôts en Zambie. En utilisant 3 façons de fonctionner, c'est-à-dire que Glencore sous-estimait sa production de cuivre, surestimait ses coûts d'exploitation, donc réduisait ses bénéfices, et puis vendait à des prix inférieurs au prix du marché à sa société mère en Suisse, finalement, le cuivre. Et donc, par cette façon de fonctionner, elle ne payait pas d'impôts. Et donc, on a une dynamique africaine qui est très forte, mais on n'a pas les retours en termes de niveau de vie. Ça veut dire que l'économiste que vous êtes se méfie des statistiques. Quand on voit que, par exemple, alors là, on est encore dans une approche globale, mais même si ça s'est bien tassé depuis, mais entre 2000 et 2014, la croissance était assez importante, en moyenne un peu plus de 5% par an. Ce sont des chiffres qui sont trompeurs, en tout cas qui ne veulent pas dire que la richesse des Africains a augmenté de 5% par an. Oui, parce que cette croissance, elle est vraiment corrélée à la hausse des matières premières. Et du coup, comme il n'y a pas de transformation sur place des matières premières, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création d'emplois, donc il n'y a pas de création de revenus. Et deuxième chose intéressante, c'est que les secteurs à fort potentiel de croissance sont souvent à forte intensité capitalistique, comme le secteur minier. Vous n'avez pas énormément de gens qui travaillent, vous avez énormément de machines. Et puis, dernière chose qui me paraît cruciale, c'est que la redistribution en Afrique, elle est intrinsèquement faible. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le taux de pression fiscale, en France, il est de 45% du PIB, c'est-à-dire quasiment la moitié de la richesse créée en France repart à l'État pour financer les politiques publiques. En Afrique, vous n'avez pas 20% de taux de pression fiscale. On est entre 15 et 18%.
de taux de pression fiscale. Pour quelle raison? Parce que les gens ne gagnent pas suffisamment pour être soumis à l'impôt, ou bien aussi parce qu'il y a la difficulté peut-être à prélever cet impôt, parce que les infrastructures et le personnel n'est pas présent en nombre suffisant. Il y a les deux. Il y a ce qu'on appelle un faible rendement fiscal, donc la capacité de l'administration fiscale à collecter l'impôt. Et puis il y a surtout le fait que la base taxable, elle est très étroite. Vous avez un secteur informel qui fait souvent 80% de l'économie. Et donc là, il n'y a pas un complot pour éviter la redistribution. Simplement, le grain à moudre, il n'est pas important. La question de la redistribution des richesses qui sont produites en Afrique, c'est une des questions très importantes, fondamentales pour le continent africain. Christophe Boisbouvier. Oui, un mot d'abord sur la croissance économique face à la croissance démographique. Quand vous avez un pays qui fait 5% de croissance économique par an, mais qui fait aussi 5% de croissance démographique par an, vous avez des pays sahéliens comme le Niger, où chaque femme fait 7 enfants en moyenne. La croissance économique est annulée par la croissance démographique. Vous parliez en effet de la mauvaise répartition des richesses, ça pose le problème de la bonne gouvernance. Beaucoup de pays africains, je pense par exemple à un pays sahélien comme le Mali, sont vraiment rongés par la corruption qui est vraiment entrée dans la vie quotidienne. Ça peut être la corruption par le haut avec les surfacturations sur tous les contrats qui sont signés. Ça peut être la corruption par le bas avec cette nécessité de donner un dessous de table pour la moindre démarche administrative pour avoir une carte d'identité, par exemple. Et cette corruption, elle est fondée aussi sur le fait qu'il n'y a peut-être pas une réalité face aux comptes internationaux. Je pense par exemple à ces pays CFA qui longtemps ont été maintenus sous la tutelle de Paris, qui, quoi qu'il arrive, garantissait qu'il y aurait toujours des réserves financières. Je pense aussi à l'endettement qui fait par exemple que la Chine a prêté quelques 125 milliards de dollars entre 2000 et 2016 et que cet endettement provoque un sentiment de bien-être qui est en fait fondé sur du sable, puisqu'un jour ou l'autre, il faudra bien rembourser. Donc il y a des critères endogènes à cette mauvaise gouvernance, mais il y a aussi des critères exogènes dans les relations avec Paris et avec Pékin. Est-ce que ça peut expliquer, du coup, qu'il n'y ait peut-être pas la contestation sociale qu'on pourrait attendre et qu'on voit se manifester dans d'autres zones du monde aujourd'hui, notamment contre ces questions de corruption? Est-ce que ça a pu peut-être éteindre ou en tout cas ralentir l'émergence de ce qu'on appelle une société civile avec aussi des classes moyennes? En général, ça passe souvent par les classes moyennes pour justement contester ce système-là, Christophe Boisbouvier. Ça bouge. Ça bouge. Vous avez toujours en Afrique de l'Ouest, plus en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, où les régimes sont plus autoritaires en Afrique centrale, fondés sur soit des dynasties comme au Gabon, soit des présidents qui restent en place pendant plus de 20 ans, 25 ans comme au Congo-Brazzaville. Vous avez en Afrique de l'Ouest quelque chose qui n'existait pas avant, qui s'appelle l'alternance politique. Vous avez dans un pays comme le Sénégal, un pays comme le Mali, justement, on en parlait, un président qui n'est pas systématiquement réélu et qui ne sollicite pas systématiquement un 3e ou un 4e mandat. Et vous avez quand même un événement frappant, c'est un marqueur, je pense, en Afrique de l'Ouest, c'est la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014 au Burkina Faso, après 27 ans de pouvoir. C'est vraiment un moment clé parce que justement, c'est cette société civile, plus encore que l'opposition, qui a amené les gens à descendre dans la rue, à attaquer l'Assemblée nationale et à obliger Blaise Compaoré à s'enfuir. À cause justement de cette culture du maintien au pouvoir pendant plus de 20 ans qui faisait que la corruption s'était généralisée. Kako Nubukpo. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons des États qui ne sont pas des émanations de nations. Donc des États qui, pour la plupart, sont des produits de la conférence de Berlin de la fin du 19e siècle. Et du coup, on a ce qu'on appelle des coûts de transaction très importants, c'est-à-dire que
les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils ont une communauté de destin. Et comme les ressources, on vient d'en parler tout à l'heure, sont relativement faibles, on se retrouve avec des États qui sont perçus comme étant peu légitimes du point de vue de leurs gouvernants. Et c'est là où je pense que les institutions financières internationales ont joué un grand rôle. Parce qu'au moment où l'État social commençait à se développer en Afrique, on a eu ces plans d'ajustement structurel promus par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui ont cassé cette dynamique de construction d'un État social en Afrique. Et vous dites même d'ailleurs que l'Afrique a été, ou est même encore, le laboratoire du néolibéralisme à travers ces plans d'ajustement structurel. C'est-à-dire, il y a quoi ? Il y a l'idée de tester certaines recettes. Tout à l'heure, on entendait dans le journal de Margot Delpierre évoquer le cas de la Grèce. Vous faites un parallèle, en fait, avec l'austérité budgétaire qui a été imposée à la Grèce et qui est aussi imposée, alors de la même manière. Oui. Je cite Hannah Arendt qui dit que l'Occident a l'habitude d'infliger aux populations périphériques les maux qu'il va s'infliger à lui-même ensuite. Et je rejoins Christophe là-dessus. C'est-à-dire que dans l'ajustement structurel, vous aviez deux dimensions. Il y avait une dimension promotion de la bonne gouvernance. Christophe en a parlé tout à l'heure. C'est fondamental parce que personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gestion. Mais vous aviez un second élément beaucoup plus contestable qui était finalement la plongée sans filet de sécurité dans la mondialisation néolibérale. Et là, ça a été mortifère pour des économies qui étaient dans l'enfance du point de vue de leur process d'industrialisation. Donc, vous ne pouviez pas mettre sur le même marché le producteur sénégalais de riz et le producteur américain de riz. Le producteur américain de riz, en 1 heure, il produit 400 fois plus. Il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Et moi, j'ai montré aussi dans mon ouvrage qu'en termes de soutien à l'agriculture, les États-Unis soutiennent 820 fois plus leurs agriculteurs que la Tanzanie, par exemple. Et donc, ça a été quelque chose que nous payons à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'absence d'un secteur secondaire, donc d'une industrie. Or, c'est là que vous avez la capacité de donner des revenus aux populations. Et pour vous, la responsabilité essentielle, elle vient des institutions financières internationales ? Non, je crois qu'il y a 3 éléments intéressants que j'appelle les 3 extraversions. Et une extraversion réelle, c'est-à-dire qu'en termes de permanence, l'économie africaine reste une économie de l'esclavage colonial. C'est-à-dire qu'on ne transforme pas les matières premières sur place. Et ça, c'est vraiment le schéma colonial. Donc la mise en valeur en dehors de l'Afrique, de la production africaine. Deuxième extraversion, on en a parlé, c'est l'extraversion monétaire. Et on a donné l'exemple du CFA, qui pour moi est un véhicule d'accumulation hors d'Afrique. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a parlé des aspects symboliques, mais si on avait eu le temps, on aurait parlé des aspects monétaires, économiques. C'est ce qui se joue à l'heure actuelle, me semble-t-il, c'est la capacité de la monnaie à servir le marché intérieur et à être compétitif. Bon. Et puis, troisième extraversion, qui est la plus importante, c'est l'extraversion intellectuelle. Et je le dis dans mon débat avec Thomas Piketty. Dans Jeune Afrique, puisque oui, voilà, tout à fait. Vous discutez ensemble dans le dernier numéro. Exactement. Je dis que les intellectuels africains n'assument pas leur mission historique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les mieux formés se sont planqués littéralement dans les institutions financières internationales. Et donc, ont finalement été les porte-voix finalement de leurs maîtres. Et les hétérodoxes, du fait de la chute du mur de Berlin, se sont sentis totalement délégitimés. Et donc, on a eu un vide en termes de réflexion endogène sur la marche des sociétés africaines. Et ce vide, il faut absolument qu'on le comble. Christophe Boisvouvier, vous qui suivez de près l'actualité africaine, est-ce que le discours de Kako Nubukbo, c'est un discours qu'on entend beaucoup, justement, du côté des intellectuels africains, ou bien c'est un discours assez minoritaire aujourd'hui, parce que c'est assez fort quand même ce
ce qui est dit là. La diaspora des intellectuels, Kako met le doigt sur un vrai problème qui n'est pas beaucoup soulevé, c'est vrai. Ça faisait partie des non-dits de ces dernières années, et c'est bien que dans son livre, Kako revienne sur cette fuite des cerveaux, pour parler franchement. L'un des problèmes clés, c'est la transformation des matières premières et cette capacité de l'Afrique de passer de ce stade néocolonial à un stade de début de pays industrialisés, de pays émergents. C'est le grand pari du Nigeria en ce moment, qui est le géant d'Afrique de l'Ouest et qui est en train de devenir la première puissance économique du continent, devant l'Afrique du Sud, c'est pas rien, mais qui essaye de sortir de cette terrible dépendance au pétrole, cette malédiction du pétrole, qui fait que, évidemment, vous prenez des habitudes de nabab quand le cours est au-dessus de $100 le baril, mais que quand il descend en dessous de $60, c'est la catastrophe, ce qui est arrivé au Nigeria il y a 3 ans, et à tous les pays d'Afrique centrale qui exportent. Peut-être que pour cela, il faut que beaucoup de pays africains revoient leur relation avec la Chine, qui est devenue le premier investisseur en Afrique. C'est une immense chance pour l'Afrique que l'arrivée de la Chine sur le marché africain, parce que ça a concurrencé évidemment les Européens et les Américains, et parce que la Chine a investi plusieurs milliards de dollars tous les ans, depuis 20 ans maintenant, dans les infrastructures, dans les ports, dans les chemins de fer, etc. Donc c'est très important. Mais en même temps, la Chine, je parle sous le contrôle de Kako, bien sûr, mais garde encore une relation... on ne va pas dire néocoloniale, puisqu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique, mais une relation de supérieur à inférieur avec les pays africains, car elle achète essentiellement des matières premières et n'aide pas, pour l'instant, les pays africains à développer leurs propres industries pour transformer leurs matières premières. Et par ailleurs, la Chine pousse à l'endettement, car elle a prêté quelques 125 milliards de dollars entre 2000 et 2016. Donc je pense que dans leur relation avec la Chine, les pays africains ont un tournant à prendre pour devenir véritablement producteurs eux-mêmes de produits finis. Est-ce qu'un des problèmes, enfin peut-être que ça n'est pas le cas d'ailleurs, hein, vous allez me dire, Kako Nebuko et Christophe Babouvier, est-ce qu'un des problèmes, ce n'est pas que ces relations sont des relations bilatérales, c'est-à-dire de la Chine à un autre État? Est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité pour, en tout cas peut-être pas tous les États africains, mais en tout cas un certain nombre d'entre eux, de s'unir davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui pour peser davantage face à ces grandes puissances que sont la Chine, que sont l'Union européenne, que sont les États-Unis? Oui, tout à fait. Ce que moi j'observe dans le narratif africain, c'est vraiment la superposition des discours. C'est-à-dire qu'on a des discours à géométrie variable, suivant nos interlocuteurs. Quand vous observez le discours macroéconomique, donc en direction du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, il est de type néolibéral. C'est-à-dire, on va stabiliser les finances publiques, on va avoir des politiques monétaires très orthodoxes et on va ouvrir les marchés pour faire plaisir à l'Organisation mondiale du commerce. Mais quand vous suivez le discours mésoéconomique, le discours sectoriel, il est très néo-mercantiliste. Donc plus orienté vers la Chine. On va dire, on veut faire comme vous, les Asiatiques. On veut se protéger à l'import et être compétitif à l'export. On veut transformer sur place nos matières premières. Et enfin, quand vous prenez le discours microéconomique, il est de type onusien, c'est-à-dire les ODD, les objectifs du développement durable. Donc, quand on va à New York, ce qu'on dit au secrétaire général des Nations Unies, c'est qu'on va atteindre les ODD en 2030. Mais il n'y a aucune logique, aucune cohérence entre ces 3 niveaux de discours. Et donc, c'est intéressant de voir qu'au fond, ce dont souffre aujourd'hui l'Afrique, c'est d'avoir une vision endogène partagée de son processus de développement. C'est là la vraie difficulté. Parce que la Chine, sa puissance aujourd'hui, au-delà des aspects matériels, c'est le narratif autour de la route de la soie. C'est de dire finalement aux Africains, nous avons la même destinée, l'Occident nous a toujours méprisés, mais nous, pays en développement, nous devons nous unir pour le développement. Et moi, je l'ai observé puisque j'ai été directeur de la francophonie économique et numérique.
à l'Organisation internationale de la francophonie, qu'on partait à Washington pour échanger avec le FMI, la Banque mondiale, et que la Chine présidait le G20, la Chine refusait qu'on ait des réunions à Washington. Les Chinois nous disaient, mais vous comprenez, Washington, ce sont les Occidentaux. Ce sont ces gens qui vous briment depuis 40 ans. Nous, c'est les Nations Unies. Donc, on aura des réunions, mais à New York. Et donc, c'est très intéressant de voir que dans le narratif chinois, il y a cette volonté de nous rappeler qu'on a une destinée commune. Et sur cette difficulté, alors peut-être d'avoir un narratif qui soit typiquement africain, Kako Nubukpo, il y a un élément dans votre livre L'urgence africaine, un passage qui m'a beaucoup intéressé. Vous écrivez ceci: quiconque met les pieds en Afrique subsaharienne est saisi par la permanence de l'encastrement de l'économie dans le reste du social. Par exemple, dans les villes d'Afrique subsaharienne, on ne peut qu'être frappé par cette coexistence dans le même espace urbain de temporalités radicalement différentes. Des véhicules 4x4, des berlines rutilantes partagent la même chaussée détrempée avec des motos, des bicyclettes, des piétons et même des charrettes tirées par des ânes. Cette forte hétérogénéité des temporalités freine le processus de développement car en l'absence d'un minimum de convergence des représentations, il est pratiquement impossible de concevoir un projet de société endogène. Tout à fait. Je souscris entièrement à ce que vous avez écrit. Christophe Boisbouvier. Oui, c'est la question des très riches et des très pauvres. Vous avez en effet dans les grandes cités africaines, à Douala, à Lagos, à Abidjan, un écart criant entre les très riches et les très pauvres, et il manque ce qui fait la base du développement d'un pays industriel, il manque la classe moyenne. Ça commence à arriver. Vous avez maintenant, dans quelques pays, comme ceux que je viens de citer, justement, le Cameroun, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le début de l'émergence d'une classe moyenne, c'est-à-dire de gens qui ne sont ni très riches ni très pauvres, qui sont capables de scolariser leurs enfants, d'aider leurs enfants à faire de vraies études, qui sont capables d'avoir un logement, qui sont dans le secteur formel, ce qui est justement l'un des défis des pays africains, c'est de sortir de l'informel et de passer au formel. Et le secteur formel, c'est fondamental parce que ça vous permet ensuite, grâce à une vraie politique fiscale, puisque quand vous êtes dans le secteur formel, vous payez des impôts, ça vous permet, vous, gouvernants, de prévoir une politique publique, de prévoir de construire des écoles, des hôpitaux, etc. Donc vous avez un début de cela dans quelques pays qui fait que je serais plus afro-optimiste qu'afro-pessimiste. Il y a un élément alors, qui plaiderait plutôt peut-être, et pour terminer, pour l'afro-pessimisme, et qui est un élément absolument crucial, c'est le changement climatique. Le continent africain est aux premières loges de ce changement, Kako Nubukpo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport justement au développement futur des pays africains ? Oui, je crois que c'est un enjeu fondamental parce que la transformation structurelle de l'Afrique est quelque chose qui me paraît indispensable. C'est-à-dire que la force aujourd'hui de l'Afrique, de façon potentielle, c'est sa démographie. Ça veut dire que la croissance africaine, son tracteur, ça va être la demande. Mais pas n'importe quelle demande. Une demande qui va s'inscrire dans une économie sobre en carbone. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de faire une industrialisation propre. Et je crois que ce que veut faire la zone de libre-échange continentale qui se met en place actuellement en Afrique, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'il faut nourrir le marché intérieur africain, mais en veillant à ce que ce ne soient pas les firmes étrangères qui alimentent ce marché intérieur africain. Et donc, il est impératif d'avoir des contenus locaux de la production qui soient au moins égaux à 60%, même plus. Et donc, je crois que l'urgence africaine aujourd'hui, c'est quand même de comprendre que le tracteur de la croissance africaine, c'est sa demande, mais que cette croissance africaine doit être verte, plus inclusive, et que nous devons apprendre à rendre compte aux populations. Et ben on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Kako Nubukpo. L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, c'est le titre de votre ouvrage publié chez Odile Jacob. Merci, Christophe Boisbouvier. On peut conseiller à nos auditrices, à nos auditeurs, de temps en temps de faire des infidélités à France Culture pour écouter Radio France Internationale.